La CEDEAO rejette formellement la volonté pour les autorités militaires au Niger d'avoir une transition de 3 ans avant de remettre le pouvoir aux civils. La CEDEAO y est fermement opposée et menace davantage d'intervenir militairement. Première question, est-ce que vous pensez réellement que c'est du bluff? Qu'au final, la CEDEAO fait ça pour avoir un moyen de pression, de chantage sur les autorités militaires au Niger, mais alors qu'en fait, au final, ça ne les intéresse pas. Ou alors, en réalité, vous vous dites que non, la CEDEAO est en train de faire cet ultimatum parce qu'elle veut vraiment intervenir militairement. La première question qu'il faut se poser, c'est qui va financer ça? On sait tous que les interventions militaires, ça coûte très cher. Et d'après plusieurs sources aujourd'hui, le Nigeria s'est tourné vers les États-Unis, vers la France, vers l'Union européenne pour demander du soutien financier et logistique pour pouvoir mener à bien son opération. Ce qui en dit long sur la mentalité de la CEDEAO. Comment un organe aussi grand, qui se veut représentatif de tellement de pays, n'est pas capable de mener une offensive militaire de cette nature avec ses propres moyens et se retrouve obligé d'aller commander de l'argent à gauche à droite. Les États-Unis ont été très clairs, nous ne vous donnons pas un centime, nous ne voulons pas vous donner ni d'armes, ni de logistique, ni d'argent, nous ne vous donnons rien du tout. Et donc bien évidemment, il reste les autres partenaires, l'Union européenne, la France. La France a très clairement fait savoir qu'elle soutiendrait toutes les initiatives de la CEDEAO parce que bien évidemment la France a beaucoup à perdre. Aujourd'hui, parmi les personnes qui sont menacées de partir du Niger, il y a l'armée française. Je pense que les autorités militaires ont très clairement dit qu'ils souhaitaient que l'armée française parte, ce qu'ils n'ont pas dit les Américains. Donc aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas dans la même position que la France. Et on voit très clairement que les États-Unis jouent à un jeu qui va très clairement contre les intérêts de leur partenaire historique, la France, en Afrique. Mais moi, je veux qu'on revienne sur ce qui est en train de se passer. Prenons le cas de l'intervention militaire, ok? Qui va déjà faire l'intervention militaire? Ce sont des Africains. Est-ce que quand ces jeunes-là se sentent affiliés à l'armée de leur pays, les jeunes Nigérians par exemple, est-ce qu'ils s'affilient à l'armée avec pour idée d'aller dire qu'ils allaient tuer leurs frères à la frontière au Niger? Est-ce que c'est pour ça qu'ils entraient dans l'armée? Ils entraient pour défendre leur pays. Parce qu'il faut bien savoir que les organes comme, comment je l'appelle, la CEDEAO n'ont pas d'armée. L'armée de la CEDEAO est constituée de l'armée en réalité des pays qui constituent la CEDEAO. Chaque pays envoie une délégation, un contingent de personnes qui vont venir se battre pour différents objectifs. Et clairement, donc, la CEDEAO n'a pas d'armée. Mais est-ce que les jeunes donc, qui se sont enrôlés dans les armées de leur pays, est-ce que c'était pour aller risquer leur vie pour tuer d'autres Africains? C'est une vraie question. Maintenant, allons dans l'autre cas de figure. Qu'est-ce qui se passe si la CEDEAO fait réellement son attaque? Prenons 2 cas de figure. Le cas de figure là où ça marche et le cas de figure dans lequel ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on a un carnage. On a beaucoup de sang qui est versé, beaucoup de personnes qui sont tuées parce que bien évidemment, les autorités du Niger ont été très claires. Elles ne comptent pas rester bras croisés et se faire attaquer. Elles vont riposter. Donc il va y avoir du sang, beaucoup de sang. Et si donc, au terme de tout ceci, la résistance du Niger, couplée à celle du Mali et du Burkina Faso, se montre coriace, et bien à quoi on va assister? On va assister à un bain de sang énormissime, dont on n'a même pas encore idée de l'ampleur des conséquences. Mais je veux qu'on prenne plutôt l'autre option. Qu'est-ce qui se passe si l'armée de la CEDEAO arrive et parvient à atteindre son objectif? Déloger donc du pouvoir les autorités au Niger. Et beaucoup de gens se disent, mais comment est-ce que le président Bazoum va diriger son pays? Où est-ce qu'il va pouvoir trouver des forces pour pouvoir le faire? Les amis, l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Il faut toujours revenir à l'histoire. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui qui va vous rappeler qu'on a déjà eu en Afrique des présidents africains qui dirigeaient leur pays avec l'armée française. Oui, vous avez bien entendu. Jean Bédel Bokassa. Les férus d'histoire vont tout de suite connaître l'histoire. Bokassa arrive au pouvoir suite à un coup d'État. Il se retrouve président. Je crois que c'est en 65 plutôt, oui. 7 ans après, il se proclame empereur, bien évidemment, président à vie du Centrafrique. 2 ans après s'être proclamé empereur, il est déchu. Mais il est déchu par qui? Au cours d'un voyage en Libye, tenez-vous tranquille, l'armée française, 800 parachutistes de l'armée française vont débarquer en République centrafricaine et vont de fait retirer le pouvoir à Jean Bédel Bokassa pour le donner à qui? À l'ancien président de la République que Jean Bédel Bokassa avait défait au cours de son coup d'État. Aussi simple que ça. L'armée française vient donc et redonne le pouvoir à l'ancien président, celui qui était là au moment des indépendances, celui qui avait donc été validé par Paris.
pour diriger le pays. On est en pleine France-Afrique, les barbouzeries de la France en Afrique. Et l'armée française donc intervient et remet au pouvoir qui? L'ancien président. Mais tenez-vous tranquille. Comment ce dernier va-t-il donc diriger son pays? Il va diriger le pays grâce aux 800 militaires français qui vont venir et qui vont s'imposer en Centrafrique. De telle sorte que désormais, en Centrafrique, on a un président de la République qui dirige son propre pays avec une armée étrangère. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Et ça va durer le temps que ça va durer. Les Centrafricains, interrogés là-dessus, disaient être très choqués de marcher dans la rue et de voir une armée étrangère avec des armes chargées qui circulent dans les rues. Donc, ceux d'entre vous que ça choquerait, ceux d'entre vous qui estimeraient que oui, mais comment est-ce qu'il serait possible pour la CEDEAO de diriger? Non, les amis. Ça, c'est déjà fait en Afrique, au travers de l'armée française. Un pays africain avait pour armée, un président africain avait pour armée, avec laquelle il dirigeait son pays, l'armée de la France. L'armée de la France. Donc, il y a énormément de choses comme ça dans l'histoire qui, je pense, sont très intéressantes à aller chercher. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai quelques liens dans cette histoire-là avec l'actualité que l'on vit en ce moment au Niger. Il faut toujours comprendre l'histoire pour s'en servir, bien évidemment. Si vous ne comprenez pas l'histoire, elle aura tendance à se reproduire. Et malheureusement, c'est ce que l'on constate parfois chez nous, c'est que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire. Et après, quand elle se reproduit, on ne sait pas tirer les leçons, les analogies, ainsi de suite. Mais on est clairement dans une position qui est très importante. Que reprochent les jeunes finalement? Que reproche la jeunesse à l'ancien colonisateur? C'est le fait qu'il ait une mainmise qui empêche aux pays africains, à plusieurs niveaux, de se développer. Attention, il ne faut pas tomber dans la facilité de penser que la France fait tout en Afrique. Non, bien sûr que non. Nos dirigeants, dans bien des cas, sont eux aussi responsables de la position dans laquelle leurs pays sont. Mais le rôle de la France est prépondérant. Et aujourd'hui, l'armée française en Afrique, la présence de l'armée française en Afrique est clairement à questionner. Que font ces bases? Même pas que les bases françaises, toutes les bases. Que font les bases françaises? Que font les bases américaines dans les pays africains? Qu'est-ce qui justifie leur présence? Là, par exemple, au Niger, on apprend que au lendemain du coup d'État, et ça, je vais vous faire voir la preuve dans une prochaine vidéo, il y aurait eu une tentative pour l'armée française sur place d'attaquer le palais présidentiel afin d'éliminer rapidement les personnes qui avaient pris le pouvoir dès le lendemain. C'est une tentative qui a été avortée grâce au désistement d'un général de l'armée nigérienne. Mais l'idée, c'était de se servir de la présence de l'armée française sur le sol du Niger pour attaquer tout de suite et, bien évidemment, ramener le président Bazoum au pouvoir. Et donc, ceci pose bien évidemment une question. Quel est le rôle, très clairement, quel est le rôle, donc, de l'armée française en Afrique? Ils sont venus pour une coopération. Ils sont venus dans le cadre d'un contrat. Mais la présence de cette armée devient un moyen de chantage et de pression. Rappelons que le général de Gaulle avait lui-même dit qu'il ne voulait pas de la présence de l'armée américaine en France parce qu'il estimait que c'était bien évidemment un moyen pour la France de perdre son autonomie et que, en réalité, s'il y a bien un pays dans le monde dans lequel on devrait comprendre très facilement, très aisément le besoin pour les populations d'être autonomes, ce serait la France. Mais certains politiciens, parce que bien évidemment là aussi il ne faut pas mettre tous les Français dans le même bord, certains politiciens font semblant de ne pas comprendre pour l'Afrique le besoin d'autonomie, le besoin d'indépendance, indépendance économique, indépendance politique, indépendance militaire, qui aujourd'hui grogne dans la jeunesse. En tout cas, les moments que nous vivons sont, d'un point de vue géopolitique, fabuleux, parce que nous sommes témoins de l'histoire, parce que l'histoire est en train de se créer. Et les prochaines semaines, mois, années vont être déterminants, parce que je pense que l'Afrique a un tournant dans son histoire, vis-à-vis de la France notamment. Ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, en ce moment, en fonction de l'issue que ça va avoir, ça peut avoir un sérieux impact sur la suite de la manière avec laquelle nos pays sont gérés, la manière avec laquelle nos pays sont dirigés. Je ne suis pas pour les coups d'État, mais je ne suis pas pour non plus avoir des démocraties de façade. Je pense que si on veut dire qu'on doit retourner à l'ordre constitutionnel, il faudrait que ce soit un vrai ordre constitutionnel, une vraie démocratie. En France, on peut ne pas être d'accord avec le président français,
sur plein de choses, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. Il est très impopulaire en France, mais personne ne vient lui faire un coup d'État. Parce que le système est fait de telle sorte que on n'a pas besoin d'un coup d'État pour régler quelque chose. Mais dans nos pays, on sait tous que ce n'est pas le cas. On sait tous que, bien souvent, nos présidents, comme Jean Bédel Bokassa, peuvent rester au pouvoir indéfiniment parfois, au travers de différentes manipulations qu'ils peuvent faire. Et bien évidemment, que les gouvernements français ont parfois validé. On se rappelle encore du père Idriss Déby qui expliquait que c'est un constitutionnaliste français qui est venu au Tchad modifier la constitution pour qu'il puisse se représenter aux élections. Donc bref, aujourd'hui la jeunesse est au courant des dossiers. Internet a libéralisé la parole. Les gens savent ce qui se passe et sont bien évidemment beaucoup plus durs quant à l'acceptation de certaines choses. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça mérite d'être discuté.